Le tintement découvert contre la porcelaine fine était le seul son qui osait défier le silence pesant de la salle à manger. Assise à la table en chêne massif des Benoît, Élise sentait le poids de chaque seconde s'étirer, écrasant. Le lustre en cristal au-dessus de sa tête projetait une lumière froide, presque chirurgicale, sur les visages tendus qui l'entouraient. À sa droite, Thierry, son mari depuis 8 ans, gardait les yeux fixés sur son assiette, son profil dur et impassible, comme s'il était taillé dans le marbre. En face, ses beaux-parents, Gérard et Martine Benoît, incarnaient une autorité silencieuse et réprobatrice. Leurs portraits à l'huile, accrochés au mur damassé, semblaient la juger depuis une autre époque, gardien d'une lignée qu'elle avait échoué à perpétuer. Élise contracta les doigts sur sa serviette en lin, le tissu devenant humide sous sa paume. Elle connaissait la raison de ce dîner. Ce n'était pas une simple réunion de famille, c'était un tribunal. Le verdict était tombé dans l'après-midi, dans le cabinet stérile du docteur Fournier, et elle avait dû le porter seule, comme une maladie honteuse, jusqu'à cette table. Ce fut Martine qui rompit le silence, sa voix aussi tranchante qu'un éclat de verre. « Alors, Élise, commença-t-elle, posant délicatement sa fourchette, ce rendez-vous a-t-il enfin porté ses fruits? Le spécialiste a-t-il donné des nouvelles encourageantes ?» Le mot « encourageante » flotta dans l'air, chargé d'une ironie cruelle. Élise releva la tête, croisant le regard d'acier de sa belle-mère. Elle essaya de formuler une phrase, de trouver les mots qui pourraient adoucir la brutalité de la vérité, mais sa gorge était nouée. « Le docteur a été très clair », murmura-t-elle, sa propre voix lui paraissant lointaine. « Et alors ?» pressa Gérard, son ton impatient trahissant des années de frustration contenue. « Un Benoît a besoin d'un héritier. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Notre nom, notre entreprise, tout cela doit continuer. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, une vague de chaleur et de honte l'envahissant. Elle se tourna vers Thierry, cherchant un secours, une once de soutien dans le regard de l'homme qu'elle avait aimé, l'homme pour qui elle avait tout quitté. Mais il ne lui offrit rien. Son visage resta fermé, une forteresse impénétrable. C'est lui qui prit la parole, et ses mots furent plus froids que le silence qui les avait précédés. « Le problème vient d'Élise, » dit-il d'un ton plat, factuel, comme s'il discutait d'une transaction commerciale ratée. « Elle a une condition, c'est définitif. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant. » L'annonce tomba dans la pièce avec le poids d'une pierre tombale. Martine laissa échapper un petit hoquet de dédain, un son théâtral et méprisant. Gérard secoua la tête, un rictus de dégoût aux lèvres. Personne ne la regarda avec pitié, seulement avec accusation. « Je vois, » dit Martine, en ajustant son collier de perles. « 8 ans de patience pour en arriver là, à une impasse. » Élise sentit son cœur se briser. Ce n'était pas seulement le diagnostic qui la dévastait, mais la solitude glaciale de cet instant. Il ne partageait pas sa peine, il la lui reprochait. Elle était une déception, une pièce défectueuse dans leur plan de vie parfaitement orchestré. « Je suis désolé », bégaya-t-elle, les mots s'étranglant dans sa gorge. « Je ne savais pas, nous ne savions pas. » « La belle affaire », lança Gérard. « Et que proposez-vous maintenant, Élise? Des excuses? Pensez-vous que des excuses suffiront à assurer l'avenir de notre famille ?» C'est alors que Thierry se tourna enfin vers elle. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucune trace de l'amour passé, seulement une profonde et amère déception. « Maman, papa, vous avez raison, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle et terrible. « J'ai été patient, j'ai attendu, j'ai espéré, j'ai dépensé une fortune en médecins et en traitements. Mais il y a des limites. Une femme qui ne peut pas remplir son devoir le plus fondamental. » Il marqua une pause, la laissant suspendue à ses lèvres, le cœur battant à tout rompre. « Elle n'a pas sa place dans cette famille. » La violence de ses paroles la frappa plus fort qu'un coup physique. Elle haleta, cherchant de l'air. « Thierry, comment peux-tu dire ça ?»« Je dis la vérité, Élise, » rétorqua-t-il froidement. « J'ai besoin d'une femme, pas d'un poids mort. J'ai besoin d'un fils. Puisque tu ne peux pas me le donner, je le trouverai ailleurs. » Il se leva, sa chaise raclant bruyamment sur le parquet ciré. « Je veux le divorce. »
Le mot explosa dans l'esprit d'Élise, anéantissant tout ce qu'elle avait connu. Son mariage, sa maison, sa vie à Clisson, tout s'effondrait. Humiliée, rejetée, brisée. Elle regarda les trois visages qui lui faisaient de face, unis dans leur condamnation. Elle n'était plus rien pour eux, juste une erreur à effacer. Sans un mot de plus, elle se leva à son tour, ses jambes tremblantes menaçant de céder. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. Pas ici, pas devant eux. Avec une dignité qu'elle ne savait pas posséder, elle fit demi-tour et quitta la salle à manger, traversa le grand hall d'entrée sans un regard en arrière et ouvrit la lourde porte d'entrée. L'air frais de la nuit de Clisson lui cingla le visage, mais elle ne le sentit à peine. Elle marcha dans la rue pavée, sous la lumière blafarde des lampadaires, s'éloignant de la maison qui avait été la sienne. Une silhouette solitaire engloutie par l'obscurité et le silence d'un monde qui venait de s'écrouler. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'était plus Madame Benoît. Elle n'était plus rien. Juste Élise, seule, avec les ruines de sa vie pour seule compagnie. Les rues de Clisson, d'ordinaire si familières et réconfortantes, lui semblaient ce soir-là un labyrinthe hostile. Élise marchait sans but, ses pas la portant instinctivement vers les bords de la Sèvre nantaise. Le château médiéval, perché sur son promontoire rocheux, se dressait en sentinelle silencieuse, ses pierres anciennes témoins de siècles d'histoire, de drames et de serments. Le sien venait de se dissoudre en une seule soirée. 8 ans de vie commune, de sourires partagés, de projets murmurés dans l'intimité d'une chambre, tout cela s'était évaporé, balayé par la cruauté d'une ambition dynastique qu'elle ne pouvait satisfaire. Elle s'arrêta sur le pont de la vallée, s'accoudant à la rambarde froide. L'eau sombre clapotait doucement en contrebas, indifférente à son chagrin. Était-ce donc tout ce qu'elle représentait? Un ventre stérile, une fonction non remplie. Les mots de Thierry tournaient en boucle dans sa tête, chaque syllabe un coup de poignard. Un poids mort. Il l'avait réduite à cela. La bibliothécaire passionnée, la femme qui pouvait parler de poésie pendant des heures, celle qui prenait soin de leur foyer avec une infinie tendresse, tout cela n'avait plus aucune valeur. Sa seule mesure était sa capacité à procréer. Et sur cette échelle, elle avait échoué. La honte était une brûlure qui se propageait dans ses veines. Demain, tout Clisson saurait. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre. Thierry Benoît, l'un des entrepreneurs les plus en vue de la région, répudiait sa femme. Les chuchotements la suivraient dans les rues, les regards la déshabilleraient de pitié ou de mépris. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle ne pouvait affronter personne. Ses parents étaient décédés depuis des années, et elle n'avait pas de fratrie vers qui se tourner. Ses amis, la plupart étaient des couples, amis de Thierry, avant de devenir les siens. Leur loyauté serait mise à l'épreuve, et elle n'avait pas la force de la quémander. La solitude était totale, absolue. Frissonnant dans la fraîcheur de la nuit, elle sortit son téléphone de son sac. Une recherche rapide lui indiqua un petit hôtel discret à la sortie de la ville. C'était impersonnel, anonyme. Parfait. Elle paya la course en taxi avec le peu d'argent liquide qu'elle avait sur elle, se sentant comme une fugitive. La chambre d'hôtel était d'une banalité affligeante. Moquette beige, couvre-lit marron, une reproduction d'une marine accrochée au mur. L'endroit sentait le désinfectant et la tristesse stagnante. Élise ferma la porte et s'adossa contre elle, le bruit du verrou résonnant comme la fermeture d'un chapitre de sa vie. Elle ne pleura pas. Les larmes semblaient gelées en elle, remplacées par un vide sidéral. Elle se déshabilla machinalement, enfilant la chemise de nuit qu'elle gardait toujours dans son sac à main pour les rares nuits passées loin de la maison. Ironie du sort. Allongée dans le lit trop grand et trop froid, elle fixa le plafond. Le sommeil ne vint pas. Les souvenirs, eux, affluèrent en vagues douloureuses. Les débuts de leur relation, la gentillesse de Thierry, ses promesses. Avait-elle été aveugle? Ou cet homme aimant avait-il simplement été érodé par la pression familiale et la déception? Peut-être que l'amour qu'il lui portait avait toujours été conditionnel, et elle n'avait tout simplement pas réussi à remplir sa part du contrat. Cette pensée était la plus dévastatrice de toutes. Le matin se leva, grise et maussade, filtrant à travers les rideaux mal occultants. Élise se sentait vidée, une coquille creuse. Elle prit son ordinateur portable, l'ouvrant sans trop savoir pourquoi.
Pour chercher un appartement, un travail, loin, très loin de Clisson. L'idée de recommencer à 0 à 35 ans était terrifiante. C'est alors qu'une notification apparut dans le coin de son écran. Un nouvel email. L'expéditeur lui était vaguement familier. Julien Duret. Son cœur rata un battement. Julien. Le souvenir remonta. Fragile et lointain. Un séminaire littéraire à Nantes, 10 ans plus tôt. Un jeune homme brillant, un peu gauche, passionné par la poésie symboliste. Elle se souvenait de leur conversation, de l'intensité de son regard lorsqu'il parlait de l'architecture comme d'une forme de poésie. Elle l'avait aidé à retrouver une référence perdue pour sa présentation, un petit geste qu'elle avait presque oublié. Ils avaient échangé leurs adresses e-mail, une politesse de fin de conférence, mais ne s'étaient jamais recontactés. Pourquoi maintenant, après une décennie de silence? Poussée par une curiosité plus forte que son apathie, elle cliqua sur le message. L'objet était sobre. Une proposition. « Chère Élise, j'espère que ce message vous trouve bien, malgré les circonstances. Pardonnez mon audace de vous contacter après tant d'années, mais votre nom m'est revenu à l'esprit récemment. Une connaissance commune m'a laissé entendre que vous traversiez une période de transition difficile, et je me suis permis de vous écrire. Je me souviens avec beaucoup de clarté de notre rencontre à Nantes. Votre passion pour les livres et votre intelligence m'avaient marqué. C'est cette mémoire qui m'amène à vous aujourd'hui. Je suis actuellement en train d'aménager une bibliothèque personnelle très conséquente dans ma résidence à Lyon. Il s'agit d'une collection héritée, riche mais chaotique, qui requiert l'œil et l'expertise d'une professionnelle pour être cataloguée, organisée et mise en valeur. J'ai immédiatement pensé à vous. Je vous propose de venir à Lyon pour une durée que nous pourrons définir ensemble, afin de prendre en charge ce projet. Tous vos frais de logement et de déplacement seraient bien entendu couverts, en plus d'une rémunération conséquente pour votre travail. Cela vous offrirait peut-être un environnement différent et un projet stimulant sur lequel vous concentrer. Je comprends que cette proposition puisse paraître soudaine et inattendue. Ne vous sentez aucune pression. Considérez-la simplement comme une porte ouverte. Avec mes salutations respectueuses, Julien Duret-Élise lut l'email une deuxième, puis une troisième fois. Lyon, une bibliothèque, un projet. Les mots étaient simples, directs et surtout empreints d'un respect qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps. Il ne parlait pas de pitié, il parlait de ses compétences, de son intelligence. Il la voyait encore comme la femme du séminaire, pas comme l'épouse rejetée. Une larme, la première, s'échappa enfin et roula sur sa joue. Ce n'était pas une larme de chagrin, mais quelque chose de différent. Dans l'obscurité suffocante de son désespoir, cet email inattendu était une minuscule étincelle, une possibilité, une porte ouverte, comme il l'écrivait. Elle ne savait rien de cet homme, de ce qu'il était devenu, ni de ses intentions réelles. Mais pour la première fois depuis des heures, elle sentit autre chose que le vide, une infime lueur d'espoir. L'email de Julien Duret resta affiché sur l'écran de l'ordinateur, ses lettres noires sur fond blanc formant un contraste saisissant avec la grisaille de la chambre et celle de son âme. Élise le relut encore et encore, disséquant chaque phrase, cherchant un double sens, une once de pitié mal déguisée. Mais elle n'en trouva pas. Le ton était professionnel, presque distant, et pourtant l'offre était d'une générosité immense. Il ne lui offrait pas la charité, mais un travail. Il ne la sauvait pas, il lui proposait un contrat, une mission qui faisait appel à ses compétences, à l'essence même de ce qu'elle était avant de n'être plus que l'épouse de Thierry Benoît. Le doute, cependant, était un poison tenace. Lyon, une ville immense, inconnue, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Était-ce prudent? N'était-ce pas fuir une cage pour s'enfermer dans une autre, dorée peut-être, mais tout aussi aliénante? La peur lui nouait l'estomac. Mais ensuite, l'alternative lui revint en pleine face. Rester à Clisson, affronter les regards fuyants, les messes basses au marché, la victoire silencieuse de la famille Benoît, devenir la pauvre Élise, celle que son mari avait quittée parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Cette perspective était infiniment plus terrifiante que l'inconnu. Partir n'était pas un choix, c'était une question de survie.
Avec des doigts qui tremblaient légèrement, elle rédigea sa réponse. Elle s'efforça de paraître aussi posée et professionnelle que lui. « Cher Monsieur Duret, je vous remercie sincèrement pour votre message et votre proposition inattendue. Je me souviens également avec plaisir de notre rencontre et de nos échanges passionnants. Votre projet de bibliothèque m'intéresse vivement. L'organisation et la valorisation de collections est au cœur de mon métier et de ma passion. Je serai honoré de mettre mon expertise à votre service. Je suis disponible pour commencer dès que possible. Pourriez-vous me fournir quelques détails logistiques supplémentaires concernant le voyage et le logement? Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, cher Monsieur Duret, l'expression de mes salutations distinguées, Élise Moreau. Elle hésita une seconde sur la signature. Moreau, son nom de jeune fille. Le simple fait de l'écrire fut un acte de reconquête, une affirmation silencieuse de son identité retrouvée. Elle cliqua sur « Envoyer » avant que le courage ne l'abandonne. La réponse de Julien ne se fit pas attendre. Moins d'une heure plus tard, un nouvel email arriva, contenant un billet de train électronique pour un TGV Nantes-Lyon 2 jours plus tard, ainsi que l'adresse d'un appartement qui serait mis à sa disposition. Pas une chambre dans sa résidence, mais un logement indépendant. Ce détail la rassura profondément. Il maintenait une distance, un cadre professionnel qui la mettait à l'aise. La prochaine étape était la plus redoutée, retourner chercher ses affaires. Elle appela un taxi et donna l'adresse de la maison Benoît, le cœur au bord des lèvres. La clé qu'elle portait dans son sac fonctionnait encore. La maison était silencieuse. Thierry n'était pas là. Un lâche soulagement la parcourut. Elle monta directement dans leur chambre, évitant de regarder les photos de leur couple qui ornaient encore les murs du couloir. Elle prit 3 grandes valises et commença à trier méthodiquement ses vêtements, ses objets personnels et surtout ses livres. Ses doigts caressaient les reliures usées, ses plus vieux compagnons. Chaque volume était un souvenir, une part de son histoire. C'est en emballant une édition ancienne de Baudelaire que la porte de la chambre s'ouvrit. Thierry se tenait sur le seuil, vêtu d'un costume impeccable, comme s'il rentrait d'une journée de travail ordinaire. Il la regarda faire sans la moindre trace d'émotion. « Je vois que tu n'as pas perdu de temps, » dit-il, sa voix neutre. Élise ne répondit pas, continuant à placer ses livres dans un carton. « J'ai parlé à mon avocat, » poursuivit-il. « La procédure sera rapide, sans enfant, sans bien commun majeur. Ce sera simple. Je te propose un arrangement financier généreux pour te permettre de te réinstaller. Une compensation. » Le mot « compensation » la fit sursauter. Une compensation pour 8 ans de sa vie, pour une promesse brisée, pour une humiliation publique. Elle se redressa lentement et lui fit face. « Je ne veux pas de ton argent, Thierry. » Il haussa un sourcil surpris. « Ne sois pas ridicule, Élise. Tu n'as rien. Où comptes-tu aller ? » « Cela ne te regarde plus, » répondit-elle, sa voix étonnamment ferme. « Je ne veux rien de toi, juste mes affaires et ma liberté. » Pour la première fois, elle vit une lueur d'incertitude dans son regard. Il s'attendait à des larmes, à des suppliques, pas à cette dignité froide. Décontenancé, il ne trouva rien à répondre. Elle ferma la dernière valise, un bruit sec qui scella définitivement leur histoire. Elle passa devant lui sans lui accorder un regard et descendit les escaliers, traînant les bagages qui contenaient des vestiges de sa vie passée. Le jour du départ, le ciel de Clisson était bas et lourd, comme en deuil. Élise se rendit à la gare de Nantes en taxi, ne voulant croiser personne. Sur le quai, l'attente fut une épreuve. Le sifflement du TGV annonçant son arrivée fut une délivrance. Elle monta à bord, trouva sa place près de la fenêtre et ne se retourna pas. Alors que le train s'ébranlait, quittant lentement la gare, elle regarda le paysage familier défiler une dernière fois, les toits d'ardoise, le clocher de l'église, les vignobles du Muscadet. Chaque image était une page qu'elle tournait. Elle laissait derrière elle la femme qu'elle avait été, la douleur, la trahison. Le train prit de la vitesse, et les contours de sa vie d'avant se floutèrent, remplacés par la campagne française qui filait à toute allure. Elle posa sa tête contre la vitre froide, fermant les yeux. Elle n'allait pas vers une certitude, mais elle fuyait un passé qui l'étouffait. Pour la première fois depuis des jours, elle respira profondément, un souffle qui n'était pas entravé par l'angoisse.
C'était le souffle fragile d'un nouveau départ. Devant elle, il y avait Lyon. Il y avait une bibliothèque qui attendait. Il y avait Julien Duret. C'était peu, mais c'était tout, et c'était suffisant. La gare de Lyon-Part-Dieu l'accueillit avec un tumulte assourdissant, un tourbillon de voyageurs pressés, d'annonces sonores et d'échos métalliques. Le contraste avec le calme feutré de Clisson était brutal. Élise se sentit soudain minuscule, une particule anonyme emportée par le flot humain. Pendant un instant, le vertige la saisit. Que faisait-elle ici, si loin de tout ce qu'elle avait jamais connu? Mais la panique fut rapidement supplantée par une étrange sensation de libération. Ici, personne ne connaissait son nom, ni son histoire. Son passé n'existait pas. L'anonymat était une armure. Elle repéra sans mal un homme en costume sombre qui tenait une petite pancarte à son nom. Madame Élise Moreau. Il s'inclina légèrement lorsqu'elle s'approcha, son visage courtois et impassible. « Madame Moreau ? Je suis le chauffeur de Monsieur Duret. Bienvenue à Lyon. Permettez-moi de prendre vos bagages. » Sa déférence la surprit. Elle s'attendait à un taxi, pas à un service privé. Tout dans ce nouvel univers semblait orchestré avec une précision et une élégance qui la déstabilisaient un peu. En silence, elle le suivit jusqu'à une berline noire aux vitres teintées. Une fois à l'intérieur, l'agitation de la gare fut remplacée par le silence ouaté de l'habitacle. Le chauffeur lui tendit une enveloppe scellée. « Monsieur Duret m'a chargé de vous remettre ceci. Vous y trouverez les clés de votre appartement et quelques informations pratiques. » Élise le remercia d'une voix fluette et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un jeu de clés, une carte de la ville et une carte de crédit prépayée. Une note manuscrite, rédigée d'une écriture sobre et anguleuse, l'accompagnait. « Pour vos premières dépenses, n'hésitez pas à faire comme chez vous. » Ce geste, à la fois pratique et impersonnel, la toucha plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Il anticipait ses besoins sans être intrusif. Alors que la voiture glissait dans le trafic lyonnais, Élise regarda la ville défiler à travers la vitre. Les bâtiments haussmanniens imposants, les berges du Rhône où flânaient des couples, les péniches amarrées qui dansaient doucement sur l'eau. Lyon se dévoilait, belle et vibrante, une métropole chargée d'histoire, mais résolument tournée vers l'avenir. La voiture s'engagea sur les pentes de la Croix-Rousse avant de redescendre vers la presqu'île et de s'arrêter enfin dans une rue élégante et calme, la rue des Capucins. L'immeuble était magnifique, une bâtisse du XIXe siècle à la façade en pierre de taille, ornée de balcons en fer forgé. Le chauffeur l'aida à monter ses bagages jusqu'au 3e étage, lui ouvrit la porte, déposa les valises dans l'entrée et prit congé avec une discrétion impeccable. Et puis, le silence. Un silence total, profond, qui n'appartenait qu'à elle. Élise ferma la porte et s'y adossa, le cœur battant. Elle était chez elle, du moins pour un temps. Elle fit le tour de l'appartement, lentement, presque sur la pointe des pieds, comme si elle avait peur de déranger. L'endroit n'était pas ostentatoire, mais tout y respirait le bon goût et la qualité. Un parquet ancien qui craquait doucement, de hauts plafonds avec des moulures délicates, de grandes fenêtres qui inondaient le salon de la lumière dorée de la fin d'après-midi. Le mobilier était un mélange harmonieux de design contemporain et de pièces anciennes. Le canapé en velours gris semblait accueillant. La cuisine était moderne et parfaitement équipée. Dans la chambre, un grand lit au drap de lin blanc l'attendait, mais ce qui capta son attention fut la petite bibliothèque encastrée dans le mur du salon. Elle était déjà garnie de quelques dizaines de livres. Curieuse, Élise s'approcha. Il n'y avait pas de best-sellers, mais des recueils de poésie, Mallarmé, Rimbaud, Valéry, des classiques de la littérature française et quelques essais sur l'art et l'architecture. C'était une sélection soignée, presque intime, un message silencieux. Julien Duret se souvenait non seulement de son métier, mais aussi de ses goûts. Cette attention délicate la déstabilisa. C'était le premier geste de véritable considération personnelle qu'elle recevait depuis des années. Épuisée par le voyage et le trop-plein d'émotions, elle prit une longue douche, laissant l'eau chaude dénouer les tensions de son corps. Enveloppée dans un peignoir moelleux, elle se fit une tasse de thé et s'installa près de la fenêtre du salon. Elle observait la vie de la rue en contrebas, les passants qui rentraient du travail, les lumières des cafés qui commençaient à s'allumer.
C'était une scène de vie ordinaire, paisible, et pour la première fois, elle se sentit en paix. Son téléphone vibra sur la table basse, un SMS d'un numéro inconnu. « J'espère que vous êtes bien installé, reposez-vous bien. Nous pourrons parler du projet demain. Bienvenue à Lyon. JD. » Ces quelques mots, simples et courtois, achevèrent de la rassurer. Il ne la pressait pas. Il lui laissait le temps de respirer, de prendre ses marques. Élise regarda la ville qui s'illuminait peu à peu, les lumières scintillant comme une promesse. La douleur était toujours là, nichée au creux de sa poitrine, une blessure encore à vif. Mais ce soir, dans cet appartement inconnu, au cœur d'une ville nouvelle, une autre sensation commençait à poindre. Fragile, incertaine, mais bien réelle, la possibilité d'un avenir. Le premier matin à Lyon fut baigné d'une lumière douce et laiteuse qui filtrait à travers les grandes fenêtres, dessinant des rectangles dorés sur le parquet. Élise se réveilla d'un sommeil étonnamment profond, sans rêve. Le silence de l'appartement n'était rompu que par le murmure lointain de la ville qui s'éveillait, un son plein de vie et de promesses, si différent du silence oppressant de ces dernières nuits à Clisson. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas écrasée par le poids du matin. Elle se leva et se regarda dans le grand miroir de la chambre. Les cernes sous ses yeux étaient encore là, vestiges de la tempête, mais son regard était plus clair, empreint d'une nouvelle détermination. Aujourd'hui, elle n'était plus la victime. Elle était Élise Moreau, bibliothécaire, et elle avait un travail à accomplir. Elle choisit sa tenue avec un soin méticuleux, comme un soldat enfilant son armure. Pas de couleur vive, rien qui ne puisse attirer une attention non désirée. Elle opta pour un pantalon fuselé gris anthracite, un chemisier en soie de couleur crème et un blazer noir bien coupé. C'était une tenue sobre, professionnelle, élégante. Elle voulait que Julien Duret voie en elle une experte, pas une femme brisée qu'il fallait prendre en pitié. L'adresse qu'il lui avait communiquée par SMS se trouvait dans le 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or, un quartier prestigieux et discret. Élise décida de s'y rendre à pied, traversant la presqu'île pour s'imprégner de l'atmosphère de la ville. La marche lui fit du bien, ancrant ses pieds sur le sol de sa nouvelle réalité. Elle arriva devant un magnifique hôtel particulier, une imposante demeure en pierre de taille, protégée de la rue par une haute grille en fer forgé et un jardin luxuriant. Tout ici suggérait le succès, mais un succès discret, qui n'avait pas besoin de s'afficher. Elle sonna, le cœur battant un peu plus vite. Une femme de ménage d'un certain âge, à l'allure bienveillante, lui ouvrit et l'introduisit dans un hall spacieux où le marbre froid du sol était réchauffé par un tapis persan. « Monsieur Duret va vous recevoir. Veuillez patienter un instant. » Elle attendit, les mains légèrement moites, observant le décor. Des œuvres d'art contemporain audacieuses ornaient les murs anciens, créant un dialogue fascinant entre le passé et le présent. C'était un lieu qui avait une âme, une personnalité. Madame Moreau. La voix était calme, posée, plus grave que dans son souvenir. Elle se retourna. Julien Duret se tenait en haut d'un petit escalier. Il était grand, plus grand qu'elle ne l'imaginait, avec une silhouette élancée. Il portait un simple pantalon de toile sombre et un pull en cachemire gris qui accentuait l'intensité de ses yeux sombres. Son visage était sérieux, presque austère, mais son regard était direct et intelligent. Il n'y avait en lui aucune arrogance, seulement une aura de confiance tranquille. « Bienvenue », dit-il en descendant les marches. « J'espère que votre première nuit a été reposante. »« Oui, merci beaucoup. »« L'appartement est parfait, » répondit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. « J'en suis ravi. Venez, nous allons prendre un café dans le salon. » Il la guida vers une pièce immense, baignée de lumière, qui donnait sur le jardin arrière. Il lui servit lui-même un café, ses gestes précis et assurés. Le silence s'installa entre eux, mais il n'était pas pesant. C'était un silence d'observation. « 10 ans, dit-il finalement, en la regardant par-dessus sa tasse.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous m'avez sauvé la mise, ce jour-là à Nantes. J'étais paralysé par le trac avant ma présentation. Votre aide pour retrouver cette citation de Le Corbusier m'a redonné contenance. C'est un petit détail, mais je ne l'ai jamais oublié. Élise sentit une chaleur lui monter aux joues. Il se souvenait, et il ne présentait pas son geste comme un acte de charité, mais comme une aide précieuse. « Je suis heureuse d'avoir pu être utile », murmura-t-elle. « Vous l'avez été plus que vous ne le pensez », affirma-t-il simplement sans s'épancher. Il changea de sujet, revenant au présent avec une aisance naturelle. « Assez parlé du passé. Je vous propose de vous montrer la raison de votre présence ici. » Il se leva et elle le suivit à travers un couloir jusqu'à une double porte en bois sombre. Il l'ouvrit et Élise retint son souffle. La bibliothèque était spectaculaire. Elle s'élevait sur 2 niveaux. Les murs entièrement couverts d'étagères en chêne du sol jusqu'au plafond, qui devait bien atteindre 6 mètres de haut. Une mezzanine courait le long des murs, accessible par un élégant escalier en colimaçon en fonte noire. Au centre de la pièce, 2 profonds fauteuils en cuir Chesterfield faisaient face à une cheminée en marbre. Des milliers de livres étaient là, certains rangés, d'autres empilés en piles précaires sur le sol, sur les tables, créant un chaos magnifique. Une odeur enivrante de vieux papier, de cuir et de cire flottait dans l'air. « C'est la collection de mon grand-père », expliqua Julien, sa voix résonnant doucement dans le vaste espace. Il était historien de l'art. Il a accumulé des ouvrages toute sa vie. Depuis sa mort, rien n'a bougé. C'est un trésor, mais un trésor en désordre. Je voudrais lui redonner vie, le rendre accessible, le cataloguer, le trier, créer un système de classement cohérent. Certains livres sont rares et ont besoin d'être restaurés. Il fit un geste large, englobant la pièce entière. Je n'y connais rien. C'est votre domaine maintenant. Vous avez carte blanche. Prenez le temps qu'il vous faudra. Utilisez les ressources que vous jugerez nécessaires. Élise s'avança au centre de la pièce, tournant sur elle-même, les yeux brillants. C'était le rêve de toute une vie pour une bibliothécaire, un sanctuaire du savoir qui n'attendait qu'elle pour être réveillé. La douleur, la honte, le souvenir de Thierry, tout sembla s'effacer, remplacé par une vague d'enthousiasme et de gratitude. Julien la regardait en silence, un imperceptible sourire au coin des lèvres. Il ne voyait pas une femme à sauver. Il voyait une professionnelle passionnée, exactement là où elle devait être. « Alors, dit-il doucement, par où voulez-vous commencer ?» Pour la première fois depuis des semaines, Élise sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. « Par le commencement, » répondit-elle, « un inventaire complet. » Elle avait un but, une mission, un nouveau chapitre à écrire, et il commencerait ici, au milieu de ces milliers de livres. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine apaisante, un rythme nouveau qui devint pour Élise une forme de méditation. Chaque matin, elle quittait son appartement de la rue des Capucins et marchait jusqu'à l'hôtel particulier de Julien, le trajet devenant un rituel familier qui marquait la transition entre sa vie personnelle naissante et sa mission professionnelle. La bibliothèque l'accueillait avec son silence solennel et son odeur de temps suspendu. C'était son royaume, son sanctuaire. Elle aborda le chaos livresque avec la méthode rigoureuse qui la caractérisait. Armée de son ordinateur portable, d'un carnet et de gants de coton pour les ouvrages les plus fragiles, elle commença par le commencement, un inventaire. Elle divisa mentalement la pièce en cadrans, décidant de s'attaquer à un mur à la fois, de haut en bas. La tâche était titanesque, mais loin de la décourager, cette immensité la galvanisait. Chaque livre qu'elle prenait en main était une rencontre. Elle le soupesait, caressait sa reliure, l'ouvrait avec précaution pour en découvrir la page de garde, la date d'édition, la typographie. Elle créa une base de données méticuleuse, y entrant le titre, l'auteur, l'éditeur, et y ajoutant des notes personnelles, état de la couverture, présence d'annotations, particularités. C'était un travail lent, presque archéologique. Elle mettait au jour des trésors oubliés. Un jour, ce fut une édition originale des Fleurs du mal de Baudelaire, glissée entre 2 lourds traités d'histoire.
Un autre, elle découvrit un herbier du XIXe siècle, ses fleurs séchées conservant des couleurs d'une délicatesse spectaculaire. Dans un recueil de poèmes de Rilke, elle trouva une lettre inachevée, rédigée à l'encre violette par le grand-père de Julien, adressée à une mystérieuse Hélène. Ces découvertes étaient des chuchotements du passé, des fragments de vie qui avaient aimé, étudié et rêvé entre ces murs. Elle ne faisait pas que classer des livres, elle reconstituait une mémoire. Ses interactions avec Julien étaient rares, mais précieuses. Il était, comme elle l'avait deviné, un homme consumé par son travail. Il quittait la maison tôt le matin, souvent avant son arrivée, et rentrait tard le soir. Pourtant, il trouvait toujours le moyen de manifester sa présence discrète. Parfois, en arrivant, elle trouvait une tasse de thé fumante posée pour elle sur un coin de bureau. Un soir, alors qu'elle était absorbée par un ouvrage sur l'architecture des abbayes cisterciennes, il rentra plus tôt que d'habitude. Il ne dit rien, s'approcha simplement, prit un livre sur l'étagère d'en face et s'installa dans l'un des fauteuils Chesterfield pour lire en silence. Ils passèrent ainsi près d'une heure, chacun dans sa bulle, le seul son étant le froissement des pages tournées. Ce silence partagé était plus éloquent que n'importe quelle conversation. C'était une reconnaissance mutuelle, une acceptation tacite de la présence de l'autre. Quand il se leva pour partir, il marqua une pause. « Mon grand-père aurait aimé votre façon de prendre soin de ses livres », dit-il simplement, avant de quitter la pièce. Cette simple phrase fut pour Élise une récompense plus grande que n'importe quel salaire. Elle signifiait qu'il ne la voyait pas comme une employée, mais comme une gardienne, une continuatrice. Peu à peu, Élise sentit la vie refleurir en elle, timidement. Les week-ends, elle s'autorisait à laisser les livres derrière elle pour explorer Lyon. Elle se perdit avec délice dans les traboules du vieux Lyon, ces passages secrets qui reliaient les immeubles, le cœur battant à l'idée de marcher sur les traces des Canutes, les anciens ouvriers de la soie. Elle s'attabla seule à la terrasse d'un café sur la place des terreaux, savourant un café crème en regardant les gens passer, se sentant pour la première fois non pas seule, mais libre. Elle passait des après-midi entiers au parc de la Tête d'Or, un livre à la main allongé sur l'herbe, laissant le soleil réchauffer son visage. La douleur de la trahison de Thierry n'avait pas disparu, mais elle se transformait. Elle devenait une cicatrice, un rappel de sa propre résilience. Elle commençait à comprendre que sa valeur ne dépendait pas de sa capacité à être une épouse ou une mère selon les critères des autres. Sa valeur résidait dans son intelligence, dans sa passion, dans sa capacité à trouver la beauté dans un poème ou l'ordre dans le chaos. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, elle passa devant le bureau de Julien dont la porte était entr'ouverte. Elle l'entendit au téléphone, sa voix plus tendue, plus dure que d'habitude. « Non, je vous dis que c'est hors de question. L'image de l'entreprise est une chose, mes décisions personnelles en sont une autre. Le conseil d'administration devra s'y faire. La croissance de nos bénéfices devrait suffire à les occuper. » Il y eut une pause. « C'est ma dernière offre. Pensez-y. » Il raccrocha brusquement. Élise s'éclipsa, le cœur serré. Ce bref éclat de conversation était une fenêtre ouverte sur un monde qu'elle ne connaissait pas. Un monde de pression, de lutte de pouvoir, de stratégie. Julien n'était pas seulement l'homme silencieux qui lisait dans la bibliothèque. Il était un PDG qui se battait pour ses convictions. Et elle réalisa soudain que sa présence ici, si apaisante pour elle, pouvait être pour lui une complication dans ce monde impitoyable. Plusieurs semaines s'écoulèrent, tissant un fil invisible mais solide entre Élise et Julien. La bibliothèque, autrefois un chaos de papier et de souvenirs, commençait à respirer sous les mains expertes d'Élise. Des sections prenaient forme, la poésie du XIXe siècle dialoguant enfin avec la philosophie des Lumières, les traités d'architecture trouvant leur place non loin des carnets de voyage. Le projet l'absorbait tout entière, à tel point qu'elle en oubliait souvent le temps qui passait. Un soir, la lumière du jour avait depuis longtemps déserté le ciel de Lyon, quand Julien la trouva juchée sur un escabeau, un registre de contes du XVIIIe siècle entre les mains. La seule lumière dans l'immense pièce provenait de la petite lampe de bureau qu'elle avait posée sur une table, créant une île dorée au milieu de la pénombre. Elle était si concentrée
qu'elle ne l'entendit pas entrer. « Vous allez finir par prendre racine ici, Élise. » Sa voix, calme et légèrement amusée, la fit sursauter. Elle descendit de son perchoir un peu confuse. « Oh, pardon, je n'ai pas vu l'heure passer. Je vais ranger et... »« Ne rangez rien, » l'interrompit-il doucement. « Mais vous ne pouvez pas vivre que de la poussière des livres. Vous n'avez pas dîné, je suppose ?» Elle secoua la tête, avouant sa négligence d'un petit sourire. « Moi non plus. J'ai commandé à dîner. Restez. » L'invitation était formulée comme un ordre bienveillant, ne laissant aucune place au refus. Un peu surprise, Élise acquiesça. C'était la première fois qu'ils brisaient ainsi la routine professionnelle qui s'était installée entre eux. Ils dînèrent simplement dans la grande cuisine moderne qui contrastait avec le reste de la demeure. Des plats thaïlandais, épicés et parfumés, servis dans des assiettes en porcelaine blanche. Le vin, un Croze Hermitage, était excellent. Loin de l'ambiance solennelle de la bibliothèque, l'atmosphère était plus détendue. Pour la première fois, leur conversation s'aventura hors des sentiers littéraires. Il l'interrogea sur ce qu'elle aimait de Lyon, sur ses promenades, sur ses impressions. Il l'écoutait avec une attention si intense qu'elle se sentit, pour la première fois depuis des années, véritablement entendue. Personne ne lui avait jamais accordé une telle qualité d'écoute, pas même Thierry, lors de leurs meilleurs jours. Puis, encouragée par son intérêt sincère, elle osa une question. « Votre grand-père, vous lui ressemblez ?» Un sourire mélancolique effleura les lèvres de Julien. « Physiquement, non. Mais il m'a légué sa passion pour la construction. Lui construisait des théories historiques, moi des bâtiments durables. Il m'a surtout appris que les fondations sont l'essentiel, que ce soit pour une cathédrale ou pour une vie, et que le silence est souvent plus riche que le bruit. » Il parla de cet homme qu'il avait élevé après la mort de ses parents, de sa rigueur intellectuelle mêlée à une tendresse maladroite. En l'écoutant, Élise vit se dessiner le portrait d'un homme complexe, dont la carapace de PDG dissimulait une profonde loyauté et une sensibilité qu'il protégeait farouchement. Elle comprenait mieux d'où venait cette gravité, ce besoin de donner un sens à ce qu'il entreprenait. Elle voyait l'homme derrière le nom, et cette vision la touchait profondément. Le CEO solitaire n'était peut-être pas seul par choix, mais par la force des choses, enfermé dans une forteresse de responsabilité. Ce soir-là, en rentrant à son appartement, Élise se sentit différente. Une chaleur nouvelle habitait sa poitrine. L'admiration professionnelle qu'elle éprouvait pour Julien se nuançait d'une émotion plus personnelle, plus troublante. L'attirance qu'elle ressentait n'était pas seulement celle d'une femme pour un homme séduisant, mais celle d'une âme pour une autre âme qu'elle devinait parente. Le week-end suivant, alors qu'elle flânait dans le centre-ville, son regard fut attiré par le kiosque à journaux. Le visage de Julien barrait la couverture d'un grand magazine économique. Le titre, en lettres capitales, proclamait « Julien Duret, l'architecte vert qui valait des milliards ». Poussée par une curiosité soudaine, elle acheta un exemplaire. Assise à la terrasse d'un café, elle commença à lire. L'article était long, élogieux, détaillant son parcours fulgurant, ses innovations dans le domaine de l'architecture écologique, ses coups d'éclat financiers. Puis, vers la fin, un encadré attira son attention. Un paragraphe plus personnel, intitulé « La forteresse Duret ». Le journaliste y décrivait son PDG comme un homme secret, presque monacal, dont la vie privée était un mystère total. Et c'est là qu'elle lut la phrase qui lui glaça le sang. Pourtant, depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train. Une femme, inconnue des cercles d'affaires lyonnais, serait devenue une visiteuse régulière de sa demeure du 6e arrondissement. S'agit-il d'une nouvelle romance qui pourrait déstabiliser le moine entrepreneur ou d'une simple employée? Certains membres de son conseil d'administration s'inquiéteraient déjà de l'influence que pourrait prendre cette nouvelle venue, une femme ordinaire, venue de province, sur un homme dont chaque décision pèse des millions. L'avenir nous dira si cette mystérieuse présence est un atout ou une vulnérabilité. Élise sentit l'air lui manquer. Une femme ordinaire venue de province. Une vulnérabilité. Les mots étaient des gifles. On la décrivait comme une intrigante, une menace potentielle. La bulle de paix et de respect qu'elle avait mis tant de soin à construire venait d'éclater.
Elle n'était pas seulement Élise Moreau, bibliothécaire. Aux yeux du monde, elle était une complication dans la vie d'un homme puissant. La vieille angoisse, la peur de ne pas être à la hauteur, de n'être qu'un problème, la submergea avec une violence inouïe. Le sanctuaire qu'elle avait trouvé à Lyon avait des murs de verre, et le monde extérieur la regardait. L'article de magazine devint un poison qui infiltra lentement chaque pensée d'Élise. Les mots « femme ordinaire »,« vulnérabilité » tournaient en boucle dans son esprit, ravivant des blessures qu'elle croyait en voie de cicatrisation. Le jugement du monde de Thierry Benoît, qu'elle avait fui, semblait l'avoir rattrapée sous une autre forme, plus polissée, mais tout aussi cruelle. Le sanctuaire que représentait la bibliothèque lui parut soudain exposé, ses murs de livres n'offrant plus une protection suffisante contre les regards extérieurs. Sa paix était une illusion, et elle s'en voulut de sa naïveté. Son comportement changea du jour au lendemain. La joie simple qu'elle trouvait dans son travail fut remplacée par une efficacité mécanique. Elle arrivait à l'heure pile, le visage fermé, et se plongeait dans sa tâche avec une concentration si féroce qu'elle en devenait une barrière. Elle ne laissait plus de place à l'imprévu, au silence partagé. Si elle entendait Julien approcher, elle s'arrangeait pour être occupée à l'autre bout de la pièce, le dos tourné. Elle répondait à ses salutations par des formules polies et brèves, coupant court à toute tentative de conversation. Elle partait chaque soir à la minute près, sans un regard en arrière. Julien, homme d'une rare perspicacité, ne tarda pas à remarquer le changement. Le confort silencieux qui s'était installé entre eux avait laissé place à une tension palpable. Il la voyait se recroqueviller dans sa coquille, ériger des murs invisibles entre eux, et il ne comprenait pas. Pendant plusieurs jours, il observa son manège en silence, respectant sa distance, mais son regard se faisait plus interrogateur, presque inquiet. Finalement, il décida que cela avait assez duré. Un soir, alors qu'Élise rangeait ses affaires pour partir, elle le trouva debout près de la porte, lui barrant poliment mais fermement le passage. « Élise, dit-il, sa voix calme mais dénuée de son habituelle légèreté. « Attendez. » Elle s'immobilisa, le cœur battant. « Il faut que nous parlions. »« Je suis un peu pressée ce soir, monsieur Duret, » tenta-t-elle, gardant les yeux baissés. « Non, dit-il simplement. » Ce simple mot était sans appel. Il fit un geste vers l'un des fauteuils Chesterfield. « Asseyez-vous, je vous en prie. » À contre-cœur, elle obéit, s'asseyant sur le bord du siège, les mains crispées sur son sac. Il resta debout, la dominant de sa haute taille, son visage sérieux. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il sans préambule. « Depuis ce week-end, vous n'êtes plus la même. Vous m'évitez. J'ai fait ou dit quelque chose qui vous a blessé. »« Non, absolument pas, » mentit-elle, sa voix manquant de conviction. « Je suis juste très concentré sur mon travail. C'est une phase importante du catalogage. Laissez-moi reformuler. » L'interrompit-il, son regard ne la lâchant pas. « Je sais que quelque chose ne va pas, et je n'aime pas les faux fuyants. Alors, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. » Son insistance, dénuée de toute agressivité mais pleine d'une sincère préoccupation, fit céder ses défenses. Les larmes lui montèrent aux yeux, des larmes de frustration et de peur. Elle fouilla dans son sac et en sortit le magazine plié qu'elle n'avait pas eu la force de jeter. Elle le lui tendit, ouvert à la page de l'article. « Lisez ça », murmura-t-elle. Il prit le magazine, parcourut rapidement l'article principal, puis s'attarda sur l'encadré qu'elle lui désignait. Elle l'observa, guettant sa réaction. Son visage ne trahit aucune émotion, si ce n'est un léger plissement de mépris au coin de ses lèvres. Quand il releva les yeux vers elle, ils étaient sombres. « C'est pour ça ?» dit-il, sa voix basse. « Pour ces insanités ? Ils me décrivent comme une menace pour vous, » dit-elle, sa voix tremblante malgré ses efforts. « Une vulnérabilité. Je suis venu ici pour reconstruire ma vie, pas pour compliquer la vôtre. Je connais ce monde, Julien. Le monde où l'on vous juge sur votre utilité, sur l'image que vous projetez. Je l'ai fui une fois, je ne peux pas être un problème pour vous. Je ne le supporterai pas une seconde fois. » Il laissa tomber le magazine sur une table avec un bruit sec et dédaigneux. Puis, il s'accroupit devant elle, pour être à la hauteur de son regard, un geste qui la désarma complètement.
Ce papier, dit-il avec une intensité qu'elle ne lui connaissait pas, c'est le prix à payer pour la réussite dans un monde qui ne s'intéresse qu'aux apparences. C'est du bruit, Élise, du venin pour les gens qui n'ont rien d'autre à faire que de commenter la vie des autres. Ça n'a aucune substance. Vous croyez vraiment que l'opinion d'un journaliste ou de quelques actionnaires nerveux a la moindre importance pour moi? Il marqua une pause, ses yeux plongeant dans les siens. Ma seule vulnérabilité, reprit-il, sa voix s'adoucissant, serait de laisser des gens comme eux dicter mes choix ou influencer les personnes qui comptent pour moi. Votre présence ici n'est pas un problème. C'est la première chose qui ait eu un sens dans cette maison depuis la mort de mon grand-père. Les mots la frappèrent en plein cœur, balayant ses peurs, ses doutes, sa honte. Il ne la défendait pas seulement, il la définissait comme essentielle. Elle n'était pas une complication. Elle était une source de sens. Stupéfaite, elle le regarda, incapable de prononcer un mot. L'homme accroupi devant elle n'était plus le PDG distant, ni même l'employeur respectueux. C'était un homme qui venait de lui livrer un fragment de son âme, une vérité brute et incroyablement précieuse. La tension qui avait pesé sur elle pendant des jours se dissipa, remplacée par une émotion bouleversante, un mélange de gratitude et de quelque chose de bien plus profond, de bien plus intime, qui commençait enfin à oser dire son nom. Les mots de Julien restèrent suspendus dans le silence de la bibliothèque, vibrant d'une intensité qui semblait redéfinir l'espace autour d'eux. Élise le regarda encore accroupi devant elle et vit dans ses yeux une sincérité désarmante, une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée chez cet homme si maître de lui-même. Il venait de lui offrir bien plus qu'un réconfort. Il venait de partager avec elle un fragment de sa solitude, et ce faisant, il avait validé sa présence de la manière la plus profonde qui soit. Lentement, il se releva, passant une main dans ses cheveux, dans un geste qui trahissait une nervosité inhabituelle. La carapace du PDG s'était fissurée, laissant entrevoir l'homme. Il y eut un instant d'hésitation, un moment flottant où tout semblait possible. Puis, au lieu de mots, il posa sa main sur son bras, une pression légère mais incroyablement réconfortante. « Ne laissez personne vous faire douter de votre place ici, Élise, » dit-il d'une voix douce. « Surtout pas vous-même. » Il retira sa main et quitta la pièce, la laissant seule avec le battement assourdissant de son propre cœur. Ce soir-là, en rentrant, les rues de Lyon lui parurent plus belles, les lumières de la ville plus éclatantes. Un poids immense s'était levé de ses épaules, remplacé par une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis son adolescence. Elle n'était pas un problème, elle était une solution. Les jours suivants, leur relation se transforma. La barrière invisible entre l'employeur et l'employé s'était dissoute, laissant place à une complicité naturelle. Leur matinée commençait souvent par un café partagé dans la cuisine, où ils échangeaient quelques mots sur l'actualité ou sur un détail architectural que Julien avait remarqué. Le soir, il n'était pas rare qu'il la rejoigne dans la bibliothèque, non plus pour lire en silence, mais pour s'intéresser à ses découvertes, feuilletant avec elle un vieil atlas ou admirant la calligraphie d'un manuscrit. Il lui parlait de ses projets, des défis, de la construction d'une tour en bois en plein cœur de la ville, de sa vision d'une architecture qui respirerait avec la nature. Elle, en retour, lui partageait les histoires qu'elle dénichait dans les livres, ressuscitant pour lui la voix de son grand-père à travers les ouvrages qu'il avait tant aimés. Ils apprenaient à se connaître à travers les passions qui les animaient. Un soir, elle retrouva une partition de Satie glissée dans un recueil de Verlaine. Sans un mot, Julien s'installa au piano à queue qui trônait, oublié, dans un coin du salon et joua la gymnopédie No. 1. Les notes mélancoliques et pures emplirent la maison, un dialogue sans parole qui disait tout de leur harmonie naissante. Cette bulle de sérénité fut brutalement percée un samedi après-midi. Élise avait décidé de venir travailler quelques heures, profitant du calme de la fin de semaine. Julien était absent, parti en déplacement professionnel en Suisse. Alors qu'elle était plongée dans la correspondance d'un architecte de la Renaissance, la sonnette retentit. Pensant à un livreur, elle alla ouvrir. L'homme qui se tenait sur le seuil était la quintessence de l'élégance d'entreprise. La cinquantaine,
cheveux poivre et sel, impeccablement coiffé, costume sur mesure d'un gris parfait. Son sourire était courtois, mais ses yeux étaient froids et calculateurs. « Madame Moreau, je présume ?» dit-il d'une voix polie. « Je suis Antoine Lambert, le directeur des opérations chez Duret Architecture, et un vieil ami de la famille. Je venais déposer des dossiers urgents pour Julien. Il n'est pas là, mais entrez, je vous en prie. Je peux les prendre pour lui. » « Merci, c'est aimable. » Il entra et posa sa mallette en cuir sur une console dans le hall. Puis, au lieu de repartir, il se tourna vers elle, son regard balayant la maison. « Julien m'a parlé de votre travail remarquable dans la bibliothèque, commença-t-il sur un ton faussement enjoué. Un projet charmant. Il est bon qu'il ait un passe-temps pour se déconnecter des pressions du monde réel. » Le choix des mots, charmant, passe-temps, était une première pique. Élise se sentit se raidir. « C'est un travail qui me passionne, » répondit-elle sobrement. « Je n'en doute pas, » dit Antoine, son sourire ne quittant jamais son visage. Mais la passion ne suffit pas toujours à diriger un empire. Julien est un visionnaire, un créatif. C'est une force, mais aussi une faiblesse. Mon rôle, celui que son grand-père m'a confié avant de mourir, est de protéger ses arrières, de m'assurer que sa vision ne soit pas compromise par des distractions. Le message était clair. Antoine Lambert s'avança de quelques pas, baissant la voix sur un ton confidentiel. Nous sommes à la veille de signer le plus gros contrat de notre histoire. Un projet de plusieurs milliards avec des investisseurs suisses extrêmement conservateurs. Ils analysent tout, la santé financière de l'entreprise, la stabilité de sa direction et l'image de son PDG. Ils ont besoin de voir un homme infaillible, entièrement dévoué à son art et à ses affaires. Pas un homme dont la tête pourrait être tournée par une romance inattendue. Il la regarda droit dans les yeux. « Je suis sûr que vous êtes une femme bien, Madame Moreau, et je suis certain que vos intentions sont pures. Mais comprenez bien ceci, dans notre monde, les intentions ne comptent pas. Seules les perceptions importent, et la perception actuelle, celle qui se murmure dans les couloirs du conseil d'administration et qui parvient aux oreilles de nos partenaires, est celle d'une situation qui pourrait devenir une source d'instabilité. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Julien ne le verra jamais. Il est trop loyal. C'est à ceux qui tiennent vraiment à lui de prendre les décisions difficiles. Je vous demande de réfléchir, non pas à ce qui vous rend heureuse, mais à ce qui est le mieux pour lui et pour l'œuvre de sa vie. Sur ces mots, il lui adressa un dernier sourire glacial, fit un signe de tête et partit, la laissant seule dans le grand hall silencieux. Le réconfort que Julien lui avait offert quelques jours plus tôt semblait soudain terriblement fragile. Antoine Lambert n'avait pas été cruel comme Thierry. Il avait été bien pire. Il avait été logique, implacable. Il avait transformé son amour naissant en une équation rationnelle où sa présence était synonyme de risque et son départ, un acte de sacrifice nécessaire. Et le doute, plus venimeux que jamais, commença à s'insinuer en elle. Le départ d'Antoine Lambert laissa un vide glacial dans le hall, comme si sa seule présence avait aspiré toute la chaleur de la maison. Élise resta immobile pendant de longues minutes, les paroles du directeur des opérations résonnant en elle avec la précision d'une sentence. Il n'avait pas élevé la voix, n'avait pas usé de menaces. Il avait simplement posé sur la table une logique d'affaires, froide et implacable, contre laquelle ses sentiments naissants semblaient n'avoir aucun poids. Le doute qu'elle croyait avoir vaincu revint s'insinuer en elle, plus insidieux que jamais. Les mots de Julien, si puissants et rassurants quelques jours plus tôt, commencèrent à perdre de leur substance face à la réalité concrète évoquée par Antoine. Votre présence est la première chose qui ait eu un sens. Mais quel était le poids de ce sens face à un contrat de plusieurs milliards, face à l'œuvre d'une vie? Elle se sentit replongée dans un schéma familier et terrifiant. Avec Thierry, elle était l'épouse défectueuse, incapable d'assurer la lignée. Ici, elle devenait la distraction romantique, l'élément imprévisible qui pouvait faire capoter l'empire. La forme changeait, mais le fond restait le même. Elle était un obstacle,
La conviction que son passage dans la vie des gens qu'elle aimait ne pouvait être que source de complications s'ancra en elle avec la force d'une vérité funeste. Julien rentra le lendemain soir, de retour de Suisse. Il était radieux, une énergie nouvelle semblait l'animer. Il la trouva dans la bibliothèque et, sans un mot, la prit dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte passionnée, mais un geste tendre, presque las, celui d'un homme qui retrouve un havre de paix après une longue bataille. « Tout s'est bien passé », murmura-t-il contre ses cheveux. « Mieux que prévu, ils sont intéressés, très intéressés. » Il la relâcha et la regarda, son sourire s'effaçant légèrement en voyant son visage. « Tu as l'air fatigué ?» dit-il, utilisant pour la première fois le « tu », un glissement intime et naturel. « Tout va bien ici ?» Élise sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu se blottir contre lui et tout lui raconter. La visite d'Antoine, ses paroles calculées, la peur qui la rongeait. Mais comment aurait-elle pu? Antoine avait été clair. Il agissait pour le bien de Julien. Se plaindre de lui aurait été un acte d'un immense égoïsme, la plaçant en rival direct du bras droit loyal, forçant Julien à prendre parti dans un conflit qu'elle avait, en apparence, elle-même provoqué. Elle ne pouvait pas lui imposer ça. « Oui, tout va bien », mentit-elle, s'efforçant de sourire. Juste un peu absorbée par les livres, comme d'habitude. Son excuse sembla le satisfaire. Il était trop rempli du succès de son voyage pour percevoir la profondeur de son trouble. Dans les jours qui suivirent, il fut plus présent, plus détendu que jamais. Il semblait considérer que le plus dur était fait, que la signature du contrat n'était plus qu'une formalité. Cette insouciance rendait le fardeau d'Élise encore plus lourd à porter. Elle voyait le bonheur à portée de main, un bonheur qu'elle était convaincue de devoir saboter pour le préserver lui. La confirmation de ses craintes arriva quelques jours plus tard. En faisant le ménage sur la console du hall, elle remarqua que la mallette d'Antoine n'était plus là, mais qu'un fin dossier cartonné avait glissé et était tombé derrière le meuble. Pensant qu'il contenait les documents urgents, elle le ramassa pour le poser sur le bureau de Julien. Mais le rabat s'ouvrit et une fiche cartonnée en glissa. C'était une biographie synthétique, le genre de document préparé pour les grandes rencontres d'affaires. En haut de la page, un nom, Monsieur Ulrich Fischer, président du consortium d'investisseurs suisses. Machinalement, elle lut. Le texte décrivait un homme de la vieille école, patriarche d'une dynastie industrielle, catholique pratiquant. Ses valeurs étaient résumées en quelques mots-clés: stabilité, tradition, discrétion, héritage familial. Une phrase la frappa particulièrement. Monsieur Fischer est connu pour croire que la solidité d'un homme d'affaires se reflète dans la stabilité de sa vie personnelle, qu'il considère comme le fondement de toute réussite durable. Le souffle d'Élise se coupa. Ce n'était plus une rumeur ou une interprétation. C'était écrit noir sur blanc. Antoine n'avait pas exagéré, il avait décrit la réalité stratégique de la situation. Face à un homme comme Ulrich Fischer, la moindre perception d'une liaison imprévue, d'une distraction avec une femme divorcée, sans nom, sans statut, pouvait être interprétée comme un signe d'instabilité, de manque de jugement. Ce fut le point de rupture. La décision, qui flottait dans son esprit comme un fantôme, se solidifia avec une clarté douloureuse. Elle ne pouvait pas être celle qui ferait tout échouer. Son amour pour Julien, car c'était bien de l'amour dont il s'agissait, ne pouvait se manifester que d'une seule façon, par le sacrifice. Elle devait disparaître de sa vie. Le soir même, alors que Julien était retenu à une réunion tardive, elle s'assit à la table de son propre appartement et alluma son ordinateur. Le site de la SNCF s'afficha sur l'écran. Avec des doigts tremblants, elle chercha un billet de train. Lyon-Nantes, pour le lendemain matin. Très tôt. Puis elle ouvrit un document vierge. Les mots lui vinrent, dictés par la peine et un sentiment d'injustice absolue. Elle n'écrivit pas une lettre de rupture, mais une lettre d'adieu, la seule qu'elle s'autoriserait jamais. « Mon cher Julien, si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. Pardonnez-moi pour cette lâcheté, mais je n'aurais jamais eu la force de vous dire ces mots en face. Ces dernières semaines auprès de vous ont été les plus belles de ma vie. Vous m'avez redonné un but, une dignité et un espoir que je croyais perdu à jamais. Je ne l'oublierai jamais, mais je ne peux pas rester.
Je suis venu à Lyon pour fuir un monde où je n'étais pas à ma place, et j'ai compris que, bien que plus bienveillant, le vôtre n'est pas non plus le mien. Vous avez un destin à accomplir, une œuvre magnifique à construire. Je ne serai pas celle qui, par sa simple présence, pourrait en fragiliser les fondations. S'il vous plaît, ne cherchez pas à me comprendre avec votre cœur, mais avec cette logique implacable qui fait de vous un si grand bâtisseur. Considérez mon départ comme une simple mesure de gestion des risques. C'est la seule façon pour moi de supporter cette décision. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous le méritez plus que quiconque. Avec toute mon affection, Éliselle imprima la lettre, la glissa dans une enveloppe et la posa sur la table. La dernière pièce de son plan était en place. Son cœur était en miettes, mais sa résolution était de fer. La nuit fut une étendue blanche, sans sommeil. Élise passa les heures à faire et défaire ses valises, s'assurant qu'elle ne laissait derrière elle aucune trace superflue, aucun objet qui pourrait la retenir. À 4 heures du matin, alors que Lyon était encore plongé dans une obscurité bleutée et silencieuse, elle était prête. L'appartement, vidé de ses quelques touches personnelles, avait retrouvé son élégante impersonnalité du premier jour. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Elle descendit dans la rue déserte, le bruit de ses roulettes de valises résonnant agressivement sur le trottoir. Au lieu d'aller directement vers une station de taxi, elle fit un dernier pèlerinage. Elle marcha les quelques rues qui la séparèrent de l'hôtel particulier de Julien. La bâtisse dormait, majestueuse et indifférente. Elle s'approcha de la grille en fer forgé, le cœur battant à se rompre. De son sac, elle sortit une grande enveloppe. À l'intérieur, la lettre qu'elle avait écrite et à côté, le jeu de clés de l'appartement de la rue des Capucins. Avec un geste qui lui sembla d'une finalité terrible, elle glissa l'enveloppe dans la boîte aux lettres en laiton. Le petit bruit métallique du clapet qui se refermait scella son départ. Elle posa sa main sur la pierre froide du mur d'enceinte, un adieu muet à la maison, à la bibliothèque, à l'homme qui lui avait redonné vie avant qu'elle ne choisisse de la lui rendre. Puis elle se détourna et s'éloigna sans se retourner, se fondant dans l'anonymat de l'aube naissante. Quelques heures plus tard, Julien se réveilla en pleine forme. La perspective de la réunion finale avec les investisseurs suisses l'électrisait. Tout était en place pour la signature. Il prit son téléphone pour envoyer un message à Élise, une habitude désormais ancrée en lui. « Bonjour, jour J, pense à moi. » Il sourit, imaginant sa réponse. Mais la matinée avançait et aucune réponse ne vint. Il mit cela sur le compte de la concentration d'Élise, qui oubliait souvent tout lorsqu'elle était plongée dans ses livres. En costume, prêt à partir, il descendit prendre son courrier, parcourant distraitement les titres d'un journal financier. C'est alors qu'il vit l'enveloppe. Il reconnut immédiatement son écriture fine et élégante. Une curiosité amusée le traversa. Une lettre? Pourquoi? Il l'ouvrit, et ses yeux parcoururent les premières lignes. « Si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. » Le monde s'arrêta. Le journal glissa de ses mains et tomba sur le sol en marbre sans qu'il n'y prête attention. Il relut la phrase, puis toute la lettre, une fois, 2 fois. L'air semblait s'être solidifié dans ses poumons. La confusion laissa place à une douleur aiguë, si violente qu'elle lui coupa le souffle. Et puis la colère, une colère froide et lucide. Les mots qu'elle avait choisis, gestion des risques, fragiliser les fondations, n'étaient pas les siens. C'était le langage de son monde, le jargon cynique d'Antoine. Il n'eut plus le moindre doute. Il serra la lettre dans son poing et se précipita dehors, montant dans sa voiture avec une fureur contenue. Il ne se dirigea pas vers la salle de réunion où son équipe l'attendait, mais vers le bureau d'Antoine. Il entra dans les locaux de Duret Architecture comme une tornade. Ses employés, habitués à son calme olympien, le regardèrent passer, stupéfaits. Il ouvrit la porte du bureau de son directeur des opérations, sans frapper. Antoine était au téléphone, finalisant les derniers détails. En voyant Julien, il sourit. « Parfait, j'allais justement... » « Raccrochez !» ordonna Julien d'une voix blanche. Antoine, décontenancé, obéit. Julien claqua la lettre froissée sur le bureau en acajou. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Le visage d'Antoine se durcit. Il comprit immédiatement. Il se leva,
ajustant sa cravate, adoptant une posture de justification calme et rationnelle. « Julien, je t'en prie, sois raisonnable. J'ai fait ce qui devait être fait. Pour toi, pour l'entreprise. » Cette femme était une distraction, un risque inutile à la veille du plus grand succès de notre carrière. « Un risque ?» répéta Julien, sa voix montant d'un cran. « Vous parlez d'elle comme d'une mauvaise variable dans une de vos projections financières. C'était une personne, Antoine, la seule personne qui m'ait fait me sentir vivant depuis 10 ans. L'affect est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment, » rétorqua Antoine, le ton devenant plus dur. « Mon devoir, celui que ton grand-père m'a confié, est de protéger cet héritage, de protéger les fondations de ce que nous avons bâti. » Ce fut le mot de trop. Julien éclata d'un rire sans joie, un son terrible qui fit reculer Antoine. « Les fondations ?» dit-il en s'approchant, son regard brûlant d'une fureur glaciale. « Vous osez me parler de fondations? Elles étaient mes fondations, Antoine. La seule chose solide et vraie dans ce cirque de faux semblants et de milliards. Et vous l'avez détruite. Vous avez détruit la seule chose qui comptait vraiment. » Il se détourna, laissant Antoine sans voix. Il regarda sa montre. 9 heures. La réunion avec les Suisses était dans 30 minutes. La signature du contrat de sa vie. Il sortit son téléphone et appela son assistante. « Clémence. »« Oui, monsieur. L'équipe vous attend. » Annulez la réunion avec Fischer. Un silence de mort se fit à l'autre bout du fil. « Pardon, monsieur ? » ?»« Annulez-la. »« Reportez, annulez, je m'en fiche. Dites-leur que j'ai une urgence personnelle d'une importance capitale. Une urgence qui ne peut absolument pas attendre. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre, ignorant le visage blême et horrifié d'Antoine. Il quitta le bureau, traversa les open space sans un regard pour personne, son esprit entièrement tourné vers un seul objectif, le train. Elle avait dû prendre un train. Il fallait qu'il la retrouve. L'Empire pouvait bien s'effondrer. La seule chose qu'il n'était pas prêt à perdre, c'était elle. Le trajet en train vers Nantes fut une torture de plusieurs heures. Assise côté fenêtre, Élise regardait le paysage français défiler dans une brume de larmes silencieuses. Chaque kilomètre qui la séparait de Lyon était un déchirement. Son esprit était un champ de bataille, où la logique froide de son sacrifice s'opposait aux souvenirs encore brûlants des dernières semaines. Le son du piano de Julien, la chaleur de son étreinte, l'intensité de son regard lorsqu'il lui avait dit qu'elle donnait un sens à sa maison. Elle s'accrochait à l'idée qu'elle avait fait le seul choix honorable, le seul choix aimant possible. Mais cet amour laissait dans son sillage un goût de cendre et de solitude infinie. Elle arriva à Nantes en début d'après-midi. La ville, qui avait été le théâtre de sa première rencontre avec Julien, l'accueillit avec une pluie fine et pénétrante. Elle n'avait aucun plan, aucun endroit où aller. Retourner à Clisson n'était impensable. Elle ne pouvait pas affronter ce passé, pas maintenant. Elle laissa ses valises à la consigne de la gare et commença à marcher, s'enfonçant dans les rues grises et humides. La pluie redoubla, se transformant en une averse battante qui trempa rapidement son manteau et colla ses cheveux à son visage. Elle marcha au hasard, laissant ses pieds la guider, son esprit engourdi par le chagrin. Elle finit par se retrouver sur la place Jacques-Demy. Le nom de la place, évoquant le réalisateur de films aux amours poétiques et souvent mélancoliques, résonna en elle avec une ironie cruelle. La place était presque déserte, les quelques passants se hâtant de trouver un abri. Elle s'arrêta au milieu, indifférente à l'eau qui ruisselait sur elle, une silhouette immobile et brisée sous le ciel en colère. Elle était revenue à son point de départ, seule, sans perspective, le cœur en ruine. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Julien conduisait avec une fureur contrôlée. Il avait immédiatement su qu'elle prendrait un train pour Nantes. C'était la porte d'entrée de son ancienne vie, le chemin logique du retour. La rage qu'il ressentait contre Antoine s'était muée en une angoisse dévorante. Et si elle disparaissait, si elle se persuadait si bien de son propre mensonge qu'il ne pourrait jamais la retrouver? La lettre, posée sur le siège passager, était une torture et une boussole. Il la relisait dans son esprit, chaque mot le transperçant. Elle pensait le protéger. L'idée était si absurde, si tragique, qu'elle lui brisait le cœur. Elle ne comprenait pas.
Elle ne voyait pas qu'en la perdant, il perdait bien plus qu'une histoire d'amour. Il perdait son équilibre, son or, cette part de lui-même qu'elle avait réveillée. Il arriva à Nantes en fin d'après-midi, alors que l'averse atteignait son paroxysme. Où pouvait-elle être? Il se gara, le cerveau en ébullition. Il fallait penser comme elle. Elle ne serait pas dans un grand hôtel, ni chez des amis qu'elle n'avait plus. Elle chercherait un lieu anonyme, un lieu qui correspondrait à son état d'âme, un lieu empreint d'une certaine poésie triste. Son esprit fit une connexion. Le séminaire littéraire, 10 ans plus tôt, leur discussion sur le cinéma de la nouvelle vague. Jacques Demy, il redémarra en trombe, le cœur cognant dans sa poitrine. En arrivant sur la place Jacques Demy, il la vit. Une silhouette solitaire au milieu de la place, immobile sous le déluge. C'était elle. Un soulagement si intense le submergea qu'il en eut le souffle coupé. Il gara la voiture n'importe comment et sortit sans même prendre la peine de fermer la portière. La pluie le trempa instantanément. Il marcha vers elle d'un pas rapide et déterminé. Élise, perdue dans sa torpeur, entendit des pas s'approcher. Elle releva la tête, les yeux vides, et elle le vit. Julien, traversant la place sous la pluie battante, son costume de grand prix souillé par l'eau, son visage tendu par l'urgence et l'émotion. Le choc fut si brutal qu'elle crut à une hallucination. « Julien » balbutia-t-elle, alors qu'il arrivait devant elle. « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Votre réunion? Les investisseurs? Vous devez repartir ?» Il l'ignora, prenant son visage en coupe entre ses mains chaudes. Ses pouces essuyèrent une pluie qui se mêlait aux larmes qu'elle n'avait pas senties couler. « J'en ai assez de t'entendre dire ce que je dois faire, » dit-il, sa voix rauque et passionnée couvrant le bruit de l'averse. « Assez de t'entendre décider de ce qui est le mieux pour moi. Tu ne sais rien de ce qui est le mieux pour moi. Mais je suis un risque. Tais-toi, » l'interrompit-il avec une douceur impérieuse. « Tu veux parler de fondation, d'héritage? Tu veux parler de ce qui compte vraiment? Ton ex-mari t'a reproché de ne pas lui donner un fils. Il t'a jugé sur ce que tu ne pouvais pas lui donner, sans jamais voir ce que tu lui offrais. Il n'a rien compris. » Son regard s'intensifia, plongeant au plus profond de son âme. « Élise, écoute-moi. Tu ne m'as pas donné un fils. Tu m'as donné à moi-même. Pour la première fois de ma vie, grâce à toi, je sais qui je suis. Je ne suis pas seulement un PDG, un nom sur un contrat. Je suis l'homme qui écoute du Saatchi avec toi dans le silence d'une bibliothèque, et je ne laisserai personne, ni Antoine, ni des investisseurs suisses, ni même toi et tes peurs, m'enlever ça. C'est ça, ma seule réalité. C'est ça, mon unique fondation. » Ces mots la frappèrent avec la force d'une révélation. Il ne la sauvait pas de la pluie. Il la sauvait d'elle-même, de ses doutes, de son passé. Il ne la voyait pas comme une femme incomplète, mais comme la pièce manquante de sa propre existence. Alors qu'elle le regardait, stupéfaite, les larmes roulant librement sur ses joues, il se pencha et l'embrassa. Un baiser sous la pluie, non pas comme au cinéma, mais infiniment plus vrai. C'était un baiser de retrouvailles, un baiser de certitude, un baiser qui promettait un nouveau commencement, non pas basé sur des attentes ou des devoirs, mais sur la vérité simple et éclatante de deux âmes qui venaient, enfin, de se trouver. La pluie continua de tomber sur Nantes, mais Élise et Julien ne la sentaient plus. Enveloppés dans leur propre univers au milieu de la place déserte, ils restèrent un long moment enlacés, le baiser ayant cédé la place à une étreinte silencieuse et tremblante. C'était une étreinte qui disait tout, le pardon, le soulagement, la promesse d'un avenir enfin possible. Finalement, frissonnant de froid et d'émotion, Julien la serra contre lui. « Viens » murmura-t-il, « trouvons un endroit au sec. » Il la guida vers un petit café-bistrot dont les lumières chaudes perçaient la grisaille du soir. Assis à une table dans un coin tranquille, deux chocolats chauds fumant entre leurs mains, ils commencèrent à parler. Leur voix était basse, presque confidentielle. Élise lui raconta tout, en détail cette fois. La visite d'Antoine, son argumentation polie et meurtrière, la découverte de la biographie de l'investisseur, la logique implacable qui l'avait poussé à croire que son départ était le plus grand des cadeaux qu'elle pouvait lui faire.
Julien l'écouta sans l'interrompre, son visage se durcissant à mesure qu'elle parlait. Quand elle eut fini, il prit sa main par-dessus la table. « Ce que tu as cru être un acte d'amour, dit-il doucement, était le résultat d'une manipulation parfaite. Antoine a utilisé tes peurs les plus profondes contre toi et contre moi. Il ne protégeait pas mon héritage, il protégeait sa propre vision de la réussite, une vision où les chiffres comptent plus que les êtres humains. J'ai annulé la réunion, Élise, j'ai tout annulé. Tu ne le regretteras pas ? Demanda-t-elle, une dernière once de doute subsistant. Le seul regret de ma vie aurait été de te perdre. Le reste n'est que du bruit. Cette certitude dans sa voix acheva de la guérir. Elle le crut. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit inconditionnellement choisie, non pas en dépit de ce qu'elle était, mais pour tout ce qu'elle était. Le voyage de retour vers Lyon, le lendemain, fut un contraste saisissant avec leurs trajets respectifs de la veille. Ils firent la route dans la voiture de Julien, le paysage de la France défilant sous un ciel qui s'éclaircissait peu à peu. Ce n'était ni une fuite, ni une poursuite, mais un voyage partagé vers un domicile commun. Ils parlèrent peu, mais leur silence était plein de sens. Leurs mains se trouvaient et se serraient sur la console centrale. Parfois, il tournait la tête vers elle et lui souriait, un sourire qui illuminait son visage habituellement si sérieux. Et dans ce sourire, elle lisait la promesse de tous les jours à venir. Leur arrivée à Lyon sonna l'heure des confrontations. Julien demanda à Élise de l'attendre à la maison, sachant qu'il devait régler la situation avec Antoine seul. La rencontre eut lieu au bureau, à huis clos. Ce ne fut pas une scène de fureur, mais un constat glacial. « Je sais ce que tu as dit à Élise », commença Julien, sans préambule. Antoine ne nia pas. « C'était une erreur stratégique, Julien. J'ai agi dans l'intérêt de l'entreprise. »« Non », le coupa Julien, sa voix calme et tranchante. « Tu as agi selon tes propres peurs. Tu n'as jamais compris ce que mon grand-père voulait dire par « protéger les fondations ». Il ne parlait pas de cours de la bourse ou de contrat. Il parlait de l'intégrité, de la vérité, des choses sur lesquelles on peut bâtir une vie, pas seulement une entreprise. Tu as trahi ma confiance, Antoine. Pas celle du PDG, mais celle de l'homme. Et ça, c'est irréparable. Il ne le renvoya pas. La structure de l'entreprise était trop complexe pour une décision si brutale, mais il lui signifia que leur collaboration serait désormais purement professionnelle. Le lien personnel, l'amitié qui les unissait depuis l'enfance, était rompu. Quant aux investisseurs suisses, leur réaction fut celle qu'Antoine avait prédite. Ils se retirèrent de l'accord, choqués par ce qu'ils considérèrent comme un manque de professionnalisme impardonnable. Quand Julien annonça la nouvelle à Élise le soir même, elle sentit une pointe de culpabilité. « C'est de ma faute. » Il lui prit le menton, la forçant à le regarder. « Non, c'est ma décision. Et c'est la meilleure que j'ai prise depuis des années. Cet accord m'aurait enfermé dans un carcan. Maintenant, je suis libre de reconstruire, à ma façon, avec toi. » Ce soir-là, dans le calme de l'hôtel particulier, ils ne parlèrent pas d'avenir, de mariage ou de promesses formelles. Ils parlèrent d'eux. Pour la première fois, Élise se sentit assez en sécurité pour évoquer sa blessure la plus profonde, non plus comme une source de honte, mais comme une réalité vécue. Ce que Thierry et sa famille m'ont fait subir, ce n'est pas seulement le divorce, c'est le sentiment d'être réduite à une fonction, d'être anormale. Des milliers de femmes vivent ça, en silence, persuadées qu'elles ont moins de valeur. Elle parlait avec une passion nouvelle, une flamme dans le regard. « Je voudrais qu'il y ait un endroit, » continua-t-elle, « un lieu où elle pourrait venir, non pas pour être soignée, mais simplement pour être écoutée. Un lieu pour se reconstruire, se rappeler qu'elles sont des femmes entières, avec ou sans enfants. » Julien la regardait, fasciné par la force qui émanait d'elle. Elle n'était plus une victime, elle était une survivante, prête à transformer sa cicatrice en étendard. Il vit alors clairement ce qu'il devait faire. « Alors construisons-le », dit-il simplement. Élise le regarda, surprise. « Quoi ? Cet endroit, cette fondation ou cette association ? Nous avons les ressources. Tu as l'expérience et l'empathie. Je sais construire des choses, Élise, des bâtiments, des projets. Construisons celui-ci ensemble. Faisons de ta douleur passée une force pour l'avenir, pour les autres. » Dans ses yeux, elle ne vit pas de la pitié,
mais de l'admiration pure. Il ne lui proposait pas de l'aider à guérir, mais de devenir son partenaire dans une mission qui donnerait un sens nouveau et puissant à leur vie commune. À ce moment précis, elle comprit qu'elle n'avait pas seulement trouvé l'amour, elle avait trouvé sa vocation. 2 ans plus tard, un soleil d'automne dorait les feuillages du parc de la Tête d'Or. Sur la terrasse d'un grand appartement qui surplombait le parc, Élise leva les yeux de son livre et sourit. Julien était assis en face d'elle, un carnet de croquis sur les genoux, mais il ne dessinait pas. Il la regardait, ce même regard intense et calme qu'il avait accueilli le premier jour, mais qui était désormais empli d'une tendresse profonde et familière. Leur vie, en 2 ans, s'était reconstruite sur des fondations qu'ils avaient eux-mêmes choisies, solides et authentiques. Le chaos de la bibliothèque du grand-père Duret avait laissé place à un ordre parfait, mais le plus grand projet qu'ils avaient bâti ensemble se trouvait à quelques rues de là, au cœur de la presqu'île. Ils l'avaient appelé « Pleine Marge ». C'était le nom de l'association qu'Élise dirigeait désormais. Julien avait conçu l'endroit lui-même, un espace lumineux, aux lignes pures, avec du bois clair, de grandes verrières et un jardin intérieur. Ce n'était pas un centre médical ni un cabinet psychologique, c'était un lieu de vie, un lieu où les femmes touchées par l'infertilité pouvaient venir déposer le poids du silence et de la honte. Il y avait des ateliers d'écriture, des cercles de parole, une bibliothèque remplie d'ouvrages inspirants, et surtout, il y avait Élise. Elle n'était plus la femme craintive et brisée de Clisson. Elle était devenue une encre pour des dizaines d'autres. Sa propre histoire, qu'elle partageait avec une honnêteté pudique, était la preuve vivante qu'une vie sans enfant n'était pas une vie en marge, mais une page blanche sur laquelle on pouvait écrire un autre type de récit, tout aussi riche et signifiant. Elle écoutait, conseillait et surtout, elle offrait ce qu'on lui avait si cruellement refusé, la reconnaissance de leur valeur intrinsèque, indépendamment de leur capacité à procréer. Sa blessure, autrefois source de sa plus grande faiblesse, était devenue la source de sa plus grande force. Julien, lui aussi, avait changé. L'annulation du contrat suisse, qui aurait dû être un désastre, s'était révélée être une libération. Il avait restructuré une partie de son entreprise, la réorientant vers des projets qui avaient plus de sens, intégrant une dimension sociale et philanthropique à sa vision architecturale. Il était toujours un PDG respecté et incroyablement prospère, mais il n'était plus seul au sommet de sa tour d'ivoire. Il avait trouvé son équilibre, non pas dans les bilans financiers, mais dans la simplicité d'une vie partagée. Leur quotidien était un tissage de moments paisibles et de passions communes. Les soirées étaient consacrées aux livres, à la musique, aux longues discussions. Ils n'avaient pas cherché à remplacer l'absence d'enfants, car ils ne la ressentaient pas comme une absence. Leur amour n'était pas un contenant attendant d'être rempli. Il était une source qui se déversait sur leurs projets, sur la communauté qu'ils bâtissaient. Leur famille, c'était ce réseau de femmes qu'ils aidaient, ces vies qu'ils touchaient, ce partenariat indéfectible qui les unissait. Sur la terrasse, Élise ferma son livre et posa sa tasse de café. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle à Julien. Il sourit et tendit son carnet. Il n'avait pas dessiné les plans d'un nouveau bâtiment, mais le croquis d'un petit pavillon de lecture à installer dans le jardin de l'association. Je pensais qu'il manquait un endroit à pleine marge pour être simplement seul avec un livre, un refuge dans le refuge. L'idée était si simple, si attentionnée, si typique de lui qu'Élise sentit son cœur se gonfler de gratitude. Elle se leva, fit le tour de la table et se pencha pour l'embrasser. « C'est une idée parfaite », murmura-t-elle contre ses lèvres. Elle resta debout derrière lui, ses mains posées sur ses épaules, leurs regards tournés vers l'horizon. Le parc verdoyant s'étendait à leurs pieds, et au-delà, la ville de Lyon vivait et respirait. Ils n'avaient pas suivi de chemin tracé, pas obéi aux conventions ni aux attentes. Ils avaient simplement écouté la vérité de leur cœur. Entre les livres, les tasses de café et les plans d'un avenir qu'ils inventaient chaque jour, ils avaient construit un amour qui n'avait besoin d'aucune justification, seulement du désir sincère et profond de continuer, pour toujours, à marcher côte à côte.